Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, je voulais vous parler du baromètre du numérique 2026, avec des chiffres qui disent vraiment quel est notre rapport avec l'intelligence artificielle. Alors, publié le 9 avril dernier par l'ARCEP, l'ARCOM, le CGE et l'ANCT et réalisé chaque année avec le CREDOC, on est sur une étude qui existe depuis plus de 26 ans et qui est plutôt solide, avec quelque chose de particulier pour la première fois. L'IA générative s'impose comme un chapitre central et pas une note de bas de page. Alors, commençons par les bases. 75% des abonnés à Internet sont désormais en fibre ou en câble. Et ce qui est frappant cette année, c'est la dynamique des zones rurales. Les communes rurales ont progressé de 8 points sur un an sur la fibre. Ce n'est pas anodin parce que ça veut dire que la fracture géographique se referme lentement mais sûrement. Et du côté mobile, 61% des possesseurs de smartphones sont maintenant équipés d'un appareil compatible 5G, soit 13 points de plus par rapport à l'année dernière. Alors pourquoi c'est important pour nous, professionnels du marketing? Parce que si votre stratégie reposait encore sur l'hypothèse que la moitié de l'audience n'a pas un bon débit, il va falloir la revisiter. Le terrain est prêt pour des expériences plus riches, avec des vidéos de haute qualité, des interfaces IA embarquées ou des applis plus exigeantes en bande passante. Avec une nuance toutefois, 7% de la population reste en connexion exclusivement mobile, avec un taux qui se stabilise. C'est souvent un public plus jeune ou avec des revenus plus modestes et qui mérite une attention particulière, notamment dans les parcours du UX. Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans tout l'écosystème digital, eh bien, c'est bien de voir tout l'équipement, parce que ça permet aussi de pouvoir cibler nos campagnes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire que, en fonction de la niche qu'on va vouloir toucher, on va plutôt pouvoir utiliser tel ou tel type de campagne. Ça devient vraiment intéressant parce qu'on commence à avoir des outils qui sont vraiment pertinents, qui sont de très haut niveau et qui permettent d'avoir des formats publicitaires qui soient plus dynamiques ou plus ludiques que ce qui existait avant. Ensuite, les messageries. C'est la deuxième grande tendance, les messageries instantanées, avec 86% de la population qui utilise des services de messagerie instantanée et 64% qui le fait quotidiennement. Les trois leaders, sans surprise, WhatsApp, avec plus de surprise Messenger, et ensuite Instagram, qui sont utilisés par au moins 50% des utilisateurs de messagerie, WhatsApp atteignant 87% des utilisateurs. J'avoue que quand j'ai vu que Messenger était en deuxième position, j'étais un petit peu étonnée parce que c'est pas forcément une messagerie que j'utilise, mais il y a beaucoup de services clients qui sont sur Messenger, il y a encore 3 milliards d'utilisateurs de Facebook, donc oui, il y a une logique finalement à ce que Messenger soit en deuxième position. Un chiffre qui m'a plutôt étonnée, 82% des utilisateurs de messagerie instantanée en utilisent au moins 2 et 43% en utilisent 4 ou plus. Et en réalité, même si ça paraît énorme, c'est logique. On va avoir un WhatsApp pour la famille ou les amis, un Messenger peut-être pour des anciens collègues, Instagram pour des communautés et Slack ou Teams pour le travail. Et très vite, on arrive à 4. Ce qui est intéressant, c'est que la raison de ce multi-usage, pour 2/3 des utilisateurs, elles ont fait leur choix par effet de réseau. Autrement dit, on va là où sont les autres. C'est pas une décision rationnelle, c'est une décision sociale. Ce que ça dit pour les marketeurs, c'est que l'enjeu n'est plus d'être sur la bonne plateforme, il est d'être au bon endroit selon la communauté que vous ciblez. Et si vous faites du social selling ou de la prospection B2B, le réflexe un seul canal est clairement dépassé. En même temps, ça fait des années que le réflexe un seul canal est complètement dépassé. On parle d'omnicanalité de plus en plus. C'est vrai que c'est quelque chose qui essaye d'atteindre les entreprises parce que c'est pas forcément évident. Et là, on rajoute une couche supplémentaire parce qu'on se dit que la même personne peut être sur plusieurs réseaux, mais qu'on va pas la toucher de la même façon, ni la cibler de la même façon en fonction du canal sur lequel elle se trouve. On va travailler des extra-niches et c'est ce qui va rendre intéressant l'exercice. Ensuite, ce que le baromètre dit sur l'IA générative en France mérite qu'on s'y attarde un peu.
Avec un premier signal, la vitesse d'adoption qui est historique. En moins de 3 ans, un tiers des utilisateurs d'IA générative y recourent au quotidien. Et chez les 18-24 ans, ce taux monte à 51%. Ce n'est pas étonnant quand on voit la rapidité de l'adoption qu'a connue ChatGPT à son lancement, avec plus de 100 millions d'utilisateurs en une semaine. C'était un record et la France n'y échappe pas, avec également un usage qui est très rapide. Pour mettre ça en perspective, l'Internet mobile a mis une décennie à atteindre ce niveau d'intégration quotidienne. L'IA générative le fait en moins de 3 ans et c'est une rupture de vitesse comme ce qu'elle connaît dans le monde entier. Le deuxième signal, la concentration autour de ChatGPT. 63% des utilisateurs d'IA générative ont principalement recours à ChatGPT. L'écosystème se polarise, mais attention, 51% utilisent au moins 2 IA génératives, ce qui ressemble à ce qu'on vient de voir sur les messageries. On diversifie ses outils en fonction de ses usages. Effectivement, ChatGPT va être plutôt sur le côté perso, puisqu'on va lui demander même des questions médicales maintenant. Et pour la partie pro, généralement, on a déjà Copilot, donc on va plutôt aller utiliser Copilot. En formation, je le vois clairement, on utilise plusieurs LLM, on a du ChatGPT qui est la référence reconnue, qui est très polyvalent. On va explorer Gemini pour les intégrations Google, et pour avoir aussi de la pertinence, on va utiliser Claude pour tout ce qui est tableau Excel, génération de PowerPoint, tâches analytiques longues, il va être vraiment très bon, et aussi le rédactionnel. Perplexity pour tout ce qui est recherche de la veille particulière, puisqu'en fait il repose sur des sources qui sont vraiment de bonne qualité. On voit qu'il y a quand même différents outils qui ont chacun leur spécificité, et le marché se segmente par cas d'usage. Troisième signal, l'IA prend la tête sur certains usages. L'IA générative est déjà préférée à d'autres outils, pour la rédaction et la traduction de texte pour 49%, la création de contenu pour 49% également, et l'aide à la programmation pour 48%. Et c'est une bascule puisque ces usages qui étaient encore largement portés par des outils spécialisés il y a 2 ans, eh bien l'IA générative les a absorbés. On va le voir aussi pour la recherche d'informations. Les moteurs de recherche restent 2 fois plus utilisés que l'IA. On a 59% contre 28%. Néanmoins, on a des signaux faibles qui arrivent avec un usage qui se développe de plus en plus, des personnes qui vont plutôt poser une question à ChatGPT directement versus Google. Moi, je le vois en formation, j'ai au moins 1 ou 2 personnes en formation qui n'utilisent plus Google et qui utilisent uniquement leur outil d'IA. Donc on a quand même un signal faible qui est là, qu'il ne faut pas ignorer. Donc même si le SEO n'est pas mort, on ne va pas l'enterrer du jour au lendemain, il est en transformation. Et c'est d'ailleurs pour ça que le GEO, le Generative Engine Optimization, va devenir un incontournable. Mais j'ai déjà beaucoup parlé de GEO, je ne m'attarderai pas aujourd'hui. Le 4e signal, les freins sont réels et identifiés. Le manque de confiance dans l'utilisation des données ou dans les réponses de l'IA constitue la principale raison de non-utilisation prioritaire. 30% quand même. Suivi des habitudes, 28%, et du manque de compétences, 26%. On voit encore qu'on a une petite réticence à utiliser les outils d'IA et que ça ne rentre pas encore dans les habitudes. Et c'est littéralement le programme de toute bonne formation à l'IA, car si vous êtes manager ou responsable RH, c'est bien que vous allez vouloir faire monter en compétence vos équipes, et donc vous vous accrochez à ces 3 leviers, confiance, habitude, compétence. Le dernier point qui m'intéresse, 46% des personnes interrogées estiment que l'IA générative a un impact environnemental plus important qu'une recherche Internet classique. On voit que la conscience environnementale du numérique progresse et c'est un argument qui va peser dans les décisions d'adoption en entreprise. Alors j'aimerais avoir une étude hyper fiable à vous transmettre pour vous dire oui, effectivement, on consomme tant. Aujourd'hui, on a pas mal d'estimations, on a même des études qui se contredisent, donc c'est assez difficile de pouvoir dire si une requête sur Google va consommer plus qu'une requête texte sur un chat GPT, sachant que sur Google, c'est pas juste une requête, on va aller cliquer sur les liens, on va requêter une nouvelle fois, on va faire sa recherche, donc est-ce que ces études prennent tout ça en compte? C'est une vraie question. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour les métiers du marketing? Eh bien, l'IA est déjà dans le quotidien de nos audiences. Le gain de temps, 41%, l'ergonomie, 33%, sont les principales raisons d'utilisation citées. Vos contenus doivent donc répondre à cette attente d'efficacité, moins de friction, plus de valeur ajoutée immédiate. 26% citent le manque de compétences comme frein, et c'est là un public cible pour les formateurs. Ce sont des personnes qui veulent utiliser l'IA mais qui ne savent pas par où commencer. Alors une formation qui démarre par le cas d'usage concret et non par la technique est exactement ce dont il a besoin. Ça tombe bien, c'est ce que je fais avec Digital Feeling. Nous, on forme les personnes avec des cas concrets sur des usages métiers avant de rentrer dans la technique. Et enfin, si vous êtes dirigeant, l'adoption de l'IA dans votre organisation n'est plus une question de si, mais de comment. Et les chiffres montrent que la confiance est le premier obstacle. Donc, avant de déployer des outils, investissez dans la pédagogie et la transparence des usages des données.
Ce baromètre, c'est une boussole. Il nous dit où en est la France avec le numérique, avec ses avancées, ses inégalités, ses peurs et ses enthousiasmes. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'IA générative, elle est passée en 3 ans de statut d'objet de curiosité à celui d'outil du quotidien. Et pourtant, les freins persistent. Confiance, compétence, habitude. Et nous rappellent que la transformation ne se fait pas toute seule. Je le vois également en formation, j'ai quand même pas mal de personnes qui viennent et qui me disent « Mais en fait, quel sera mon usage dans mon métier. Je l'utilise dans le perso, mais quel est mon usage pour mon métier? Et c'est justement ce qu'on voit en formation. L'IA, elle a un rôle à jouer. Clairement, les formateurs, les marketeurs, toutes les personnes qui vont accompagner cette transformation numérique ont un rôle à jouer. Vous avez quand même pas mal d'initiatives gratuites qui permettent de pouvoir s'informer, comme les cafés IA, sur ce qu'est l'IA, ce qu'on peut faire avec. Donc n'hésitez pas, interrogez-vous, soyez curieux, allez voir ce que fait l'IA ou suivez une formation pour comprendre comment vous pouvez l'utiliser dans votre métier. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt. Digital.